Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue pour la troisième fois, pour ce troisième webinaire, afin de se préparer ensemble à observer collectivement l'occultation de l'astéroïde Eurybat le 23 octobre 2022. Bon, nous sommes plus de 350 inscrits en France à cette opération de sciences participatives géantes et ailleurs, même ailleurs qu'en France, on a quelques inscrits. Et certains d'entre vous sont présents aujourd'hui en direct, le 18 juillet 2022. Et bonjour également à celles et ceux qui nous regardent en rediffusion a priori, sur la chaîne YouTube de l'Association française d'astronomie. Si vous faites partie de ces gens-là, que vous n'avez pas vu les webinaires 1 et 2, alors je vous encourage à mettre pause et à aller les consulter avant. C'est le troisième webinaire d'une série de 3. Et moi, je suis toujours Guillaume Langin et je suis toujours journaliste à Ciel et Espace et chargé de sciences participatives à l'AFA. Aujourd'hui, on est en plus petit comité que d'habitude. C'est Arnaud Leroy qui sera avec moi votre interlocuteur principal. Salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Et il y a également Marie Grand de l'AFA, qui est un étage au-dessus de moi dans la chaleur des bureaux de l'Association française d'astronomie. Est-ce que ça va là-haut? Ça va, on a toujours pas fondu, tout va bien. Très bien. Et tu vas nous aider à faire remonter vos questions à toutes et tous. Donc, comme vous commencez à en avoir l'habitude, on vous invite à les poser par écrit dans la section dédiée Q et R pour questions-réponses en bas de votre écran, à côté de l'onglet chat. Et on essaiera d'y répondre du mieux possible. D'ailleurs, je salue nos amis de la SAF, la Société astronomique de France. J'ai vu qu'il y avait quelques membres de la SAF parmi nous et puis qui pourront nous rejoindre si vous avez des réponses, des indications à fournir en fin de webinaire pendant cette session questions-réponses. N'hésitez pas, on vous donnera la parole. Alors, moi, j'avais quelque chose à vous montrer avant de laisser la parole à Arnaud. Je vais partager mon écran. Et normalement, vous voyez le slide de présentation. Est-ce que c'est bien le cas? C'est bon. Super, merci Arnaud. Donc, quelques petits rappels habituels. Si vous voyez voilà, cette vidéo pour la première fois, souvenez-vous que toutes les informations concernant la campagne de sciences participatives d'observation de l'occultation de Ribat le 23 octobre 2022 sont régulièrement mises à jour sur le site de l'AFA, afastronomie.fr. Donc, pour y aller, il faut aller dans Observer, Sciences participatives. Et donc là, vous avez J'observe l'occultation. Et vous avez donc cette page là où l'essentiel des informations est rassemblé. C'est pas très long parce que j'ai divisé le propos en plusieurs pages ici, voilà, qui sont mises à jour au fil du temps. Alors, la page matériel protocole est importante parce qu'elle permet de savoir dans quelle catégorie d'observateurs vous vous trouvez. On a dressé 5 catégories euh, qui dépendent en fait du matériel dont vous disposez. Catégorie à l'œil, catégorie à l'œuvéscope, le paparazzi, l'astrophotographe et la panoplie complète. Donc, si vous ne connaissez pas encore ça, allez consulter ça quand vous le pourrez. Et puis, dernièrement, là, j'ai mis en ligne des premières informations sur la manière dont il vous faudra retourner vos données scientifiques. Donc, pour l'instant, on opte pour un formulaire en ligne dont le lien sera voilà, partagé ici en temps et en heure. Et puis, on a listé donc c'est les informations qu'on a estimées essentielles, estimées suffisantes, justement avec toi, Arnaud, en consultation aussi avec nos amis de la SAF. On a listé voilà, les premières informations qu'il vous faudra retourner et puis celles qu'il vous faudra conserver. Donc, si jamais vous vous entraînez pendant l'été à faire une occultation, ayez bien ces infos en tête. Alors, retour sur ma présentation. Je rappelle également qu'on a cette plateforme Discord pour discuter ensemble. Donc, si vous avez des questions ou bien des réponses à ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir. Il y a pas mal d'échanges, c'est assez dynamique et vous pourrez trouver, voilà, vous pourrez débloquer peut-être des petits soucis techniques si vous en avez. Et puis, si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de Facebook, on a créé l'événement Facebook de l'occultation. Donc, vous pouvez déjà voilà, vous indiquer comme participant et inviter d'ailleurs des amis Facebook à rejoindre l'opération et ça permettra d'informer tout le monde et de recruter encore plus de monde. Depuis le dernier webinaire, la liste des inscrits a encore un petit peu augmenté.
On a quelques départements qui ont changé de catégorie. Je pense à la Charente ici, qui est dans la catégorie 3, enfin, je parle de catégorie en termes de nombre de représentants dans le département. Également, l'Eure ici, qui compte plus de 5 participants, donc c'est super. Continuez à recruter autour de vous. L'important, c'est vraiment pour cette expérience d'être le plus nombreux possible. Et j'en rappelle les avantages. Le premier, c'est que plus on sera nombreux, plus ce sera sympa. Comme dit le dicton, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, faut pas oublier que le but, c'est aussi de s'amuser et de faire ça ensemble. Plus on est nombreux, plus on pourra avoir de détails sur la surface de Ribat. Et plus on aura de chances de trouver son petit satellite Keta qui est censé produire une occultation quelque part en France ou ailleurs. On ne sait pas où, mais si on est beaucoup à chercher, à tenter notre chance, il y a plus de probabilité que quelqu'un détecte Keta. Et c'est un petit peu comme au loto, plus il y a de joueurs, plus il y a de chances qu'il y ait un vainqueur. La météo également, c'est important d'être nombreux sur toute la bande d'occultation pour pallier pour y faire face. S'il fait mauvais, s'il y a des trous et nuageuses, voilà, certains seront épargnés si on est nombreux. Et puis, bien sûr, il y aura sûrement quelques petites défaillances techniques. C'est le jeu, c'est pas toujours facile de réussir son occultation. On espère le moins possible, mais le grand nombre de participants permet de prévenir un petit peu ce facteur X de la défaillance technique. Et puis, la dernière fois, je posais la question du record du monde. Si on est, admettons qu'on soit allé 370, j'en profite, la petite différence là, c'est qu'il y a à peu près 9 personnes qui ont pas indiqué le département dans lequel elles se trouvaient. C'est pour ça qu'il y a une petite différence entre ces deux chiffres là, ces deux nombres en haut à gauche. Mais voilà, je disais, si on est 370 à participer à l'occultation, à mesurer ça, est-ce qu'on bat un record du monde? Alors, entre-temps, on a quelques éléments de réponse. Et c'est François Collat qui a attiré notre attention sur cette occultation qui date du 29 mai 1983. Je vous raconte la petite histoire. Donc l'astéroïde Pallas, qui est le deuxième plus gros astéroïde connu, je crois, dans la ceinture principale, après Vesta, occulte une étoile de magnitude 4,75, donc brillante, même visible à l'œil nu, dans le Petit Renard. D'ailleurs, qui est dans le ciel en ce moment, c'est dans la Voie lactée. Je crois qu'ici, si je ne me trompe pas, c'est Albireo. Vous avez le bas de la lyre ici, et ça, c'est le cygne. Donc, c'est cette étoile-là. Et donc, en fait, aux États-Unis, il y a des centaines de personnes qui se sont préparées à cette occultation. Et le résultat, donc, c'est une publication de 1990, dont j'ai mis la référence ici, qui l'indique. Voilà, ça fait beaucoup de monde. Il y a eu, cette publication liste 131 occultations négatives, donc des personnes en dehors de la bande d'occultation. Apparemment, en fait, Pallas, c'est ce qu'on pourrait déduire de ces mesures, mais il faudrait lire la publication. Donc, prenez pas ce que je dis pour argent comptant, c'est que Pallas est passé un petit peu plus au sud que ce qui était prévu, quoi, quand on voit ces données-là. Donc, 131 occultations négatives, ici les bandes non interrompues par Pallas, et puis 117 occultations positives. Ça fait un total de 248, si je ne m'abuse. Donc, est-ce que c'est un record du monde si on bat 248? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on a cet exemple où il y a eu beaucoup de monde qui a participé. On peut déjà se fixer de battre cette occultation historique de 1983. Voilà, je mentionnais tout à l'heure les données à retourner. Donc, quelques mots à ce sujet, parce que, en fait, ce que Arnaud va vous expliquer, il faudra garder ça en tête pour savoir où on va. Donc, à retourner les infos principales, bon, bien sûr, ce sera votre site d'observation et le temps d'immersion et d'émersion, voire les temps d'immersion et d'émersion s'il y a 2 occultations en temps universel, et puis d'autres informations. Et puis, il y aura d'autres informations à conserver, c'est vos images et films bruts pour ceux qui en auront, donc les catégories 3, 4 et 5 qui vont prendre leurs propres images. Et puis, les courbes de lumière. Et Arnaud, tu vas nous expliquer ce qu'est une courbe de lumière et comment en tracer une. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, ce sera via un formulaire en ligne sur cette page-là, astronomie.fr/retourner ces données. Il faudra remplir des champs un petit peu comme je vous indique ici. Voilà, c'est là-dessus, c'est sur ce mode de retour de données qu'on se dirige. Allez, on va passer à la présentation du jour. Donc, c'est toi, Arnaud, qui la présente. Tu vas principalement nous parler donc du logiciel Tangra, à savoir comment tracer la courbe de lumière de votre occultation pour préciser les instants d'immersion et d'émersion. Et ça concerne, donc, comme je disais, principalement ça concerne les catégories 3, 4 et 5 d'utilisateurs, de participants.
Et puis après, on prendra un petit moment parce que tu m'as parlé de quelques petits outils. Ben, Mindberg, le logiciel, on en a déjà parlé au précédent webinaire et tu vas nous préciser un peu comment l'installer et comment s'en servir. Et puis cette application que tu as trouvée là, Atomic Clock and Watch Accuracy Tool, qui peut faire office d'horloge parlante. Voilà, je te laisse partager ton écran. Je vais cesser de partager le mien. Et puis je te donne la parole pour les dizaines de minutes qui suivent. Ça marche. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Alors, je partage l'écran tout de suite. Alors, pendant que tu partages, je précise donc que tu es président de l'Uranoscope, hein, ce centre astro en Seine-et-Marne, et également membre de IOTA, cette association d'observateurs d'occultation d'astéroïdes. Et donc, tu comptes quelques occultations à ton actif. Tout à fait, je te remercie Guillaume. Voilà, donc on va parler du logiciel Tangra, qui est un logiciel qui a été conçu par Risto Pavlov, un astronome d'Europe centrale qui a fait des occultations depuis pas mal de temps et qui a développé ce logiciel pour tracer ce qu'on appelle une courbe de lumière. Alors, pour revenir brièvement sur ce qu'est une courbe de lumière, en fait, on fait une courbe de lumière, en fait, on mesure le flux d'un objet dans une image suivant différentes méthodes. Et ce flux est mesuré, en fait, on compte le nombre de pas codeurs sur une tâche lumineuse pour savoir comment ce flux varie au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce logiciel Tangra et c'est ce qui nous intéresse dans le cadre des occultations. Donc, pour le logiciel Tangra, l'auteur, je l'ai dit, c'est Risto Pavlov. Ce logiciel développé pour les occultations stellaires, mais aussi les occultations par la Lune. Ça, ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais en fait, on fait toujours des mesures d'occultation d'étoiles par la Lune, où on peut justement voir les formations lunaires. Voilà. Le logiciel est multiplateforme, hein, que ce soit Windows, Linux ou Mac, il est vraiment versatile et s'installe sur tous les différents postes informatiques qui sont à notre disposition. La version actuelle est 3.7. Par contre, si vous allez sur les liens que je vous mets ci-dessous, en fait, vous allez voir que sur le site, le download est en 3.6 et que, j'allais dire, ensuite, vous ferez une mise à jour qui se lancera en automatique. Alors, par contre, le logiciel Tangra, il ne prend pas tout ce qu'on veut. Hein. Donc, il y a des vidéos, l'idéal, c'est de faire des films en point SER, puisqu'en fait, contrairement au format vidéo AVI, le fichier SER va intégrer des données qui sont propres à l'acquisition et qui pourront nous servir. Et il prend deux formats qui sont spécifiques à certains logiciels d'acquisition qu'on peut retrouver sur le site que j'ai mis à la suite sur occultation.org, Observing Software. Il peut également analyser des images. Alors, pas directement les images de vos appareils photo, il faudra les convertir en fichiers .fit ou .fits. Et là, à partir de ce moment-là, Tangra pourra analyser ces images. Donc, de la suite de la présentation, on va faire un petit pas à pas pour vous montrer un petit peu l'interface du logiciel et comment ça se fait. Et si on a un petit peu de temps, on pourra faire une analyse en direct. Alors, voilà l'interface graphique qui se présente lorsqu'on ouvre Tangra. Vous voyez, donc, c'est quelque chose qui paraît simple. Hein. Je ne vous ai pas parlé d'un ancien logiciel avant Tangra qui s'appelait eMovie. Si vous trouviez ce logiciel, je pense que beaucoup d'entre vous abandonneraient parce qu'il y a trop de boutons sur l'interface et donc ce n'est pas très, très agréable. Donc, en fait, on choisit le type de ce qu'on veut ouvrir, soit vidéo, soit une séquence d'images fits. Et il garde en mémoire les vidéos qu'on a ouvertes récemment. Également, il peut rouvrir les anciennes courbes de lumière qu'on a ouvert ou traitées récemment. Donc, ça se passe de la manière suivante. Quand vous ouvrez, par exemple, un fichier vidéo, il va regarder quand c'est un fichier SER, il sait si c'est un fichier vidéo qui a été créé en 16 bits, en 8 bits, en 12 bits, en 10 bits, enfin voilà, donc il le sait. Et la source du temps, qui est un point très important pour nous, savoir si c'était intégré au système ou si ça vient de l'ordinateur. Ça, c'est quelque chose qui est renseigné directement dans le fichier SER.
Et une fois qu'on a cliqué sur OK, on a le deuxième petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous remet des informations. Alors, la chose importante, c'est savoir si, en fonction de la caméra, on a enregistré le temps du film au démarrage, si c'est start frame, et puis le temps d'exposition, et savoir s'il y a un délai entre ce qui a été fait entre la caméra et le temps de l'ordinateur Windows pour enregistrer le fichier. Donc, tout ça, c'est des informations que Tangra va servir pour ensuite corriger les heures affichées au niveau de la courbe de lumière. Je vous rassure, on pourra poser des questions après si ça vous paraît un petit peu obscur. Une fois qu'on a ouvert notre vidéo, une autre fenêtre, donc l'image de la première image de la vidéo apparaît, et vous avez en fait un histogramme qui va permettre de régler pour regarder, pour retrouver votre, j'allais dire, un contraste luminosité qui permet de voir les étoiles correctement dans votre champ. Donc ça, c'est un exemple d'occultation que j'ai fait en janvier 2021. Et donc, l'étoile qui nous intéresse, en fait, était là. Ce n'était pas la plus voyante, hein, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement marqué, mais en tout cas, celle-là, cette occultation, je sais que je l'ai eu positive. Donc, on règle son contraste luminosité pour bien voir au moins déjà son étoile. Ensuite, on va du coup dire qu'on veut tracer une courbe de lumière pour un phénomène qui concerne une occultation d'astéroïdes. Vous voyez d'ailleurs que dans le menu à gauche, Light Curve Reduction, qu'on peut faire aussi pour les phénomènes des satellites mutuels typiquement de Jupiter, les FEMU, et puis qu'on peut faire des étoiles variables ou les occultations lunaires ou toute autre chose. Et il y a un point important qui est en bas qui est tracking. On peut avoir une monture correcte, on peut avoir un suivi correct, mais de temps en temps, il y a des coups de vent et du coup, l'image peut trembloter. Donc, l'intérêt du tracking, c'est qu'en fait, on va avoir des étoiles de référence qui vont servir de point de guidage. Et donc, ils vont laisser l'étoile qu'on veut mesurer, qui va être occultée, typiquement toujours dans la bonne fenêtre et qu'elle ne soit pas perdue par le logiciel dans sa mesure. Dans cette fenêtre, on a plusieurs onglets. Alors, je ne parlerai pas d'intégration et de preprocessing parce que ce n'est pas pour le moment l'objet du sujet, c'est plutôt les approfondissements qu'on peut éventuellement faire en deuxième approche. Dans Reduction Shading, on a aperture photométrie. En fait, ça veut dire photométrie d'ouverture. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on va tracer des cercles qui vont donc prendre compte la taille de la tache lumineuse représentée par l'étoile qu'on veut mesurer et une partie du fond de ciel pour essayer de mesurer un peu le bruit de fond, pour essayer d'améliorer le signal qu'on obtient de l'étoile. Donc ça, c'est des options généralement qui sont à peu près réglées par défaut. Et donc, voilà, il faut juste savoir qu'elles existent et qu'on aura différentes options par la suite si on veut retraiter ces données. Alors, avec un fichier vidéo, il y a un truc qui est intéressant. Je vous ai dit qu'on pouvait régler le contraste luminosité pour mieux voir l'étoile à l'écran. Mais il y a aussi un autre truc, et là, on le voit typiquement ici, c'est ça, là. Ce petit icône qui ressemble à une pile de fichiers. En fait, ça permet d'empiler les trames, quelques trames, pour mieux voir les étoiles qu'on a dans le fond de ciel. Par exemple, ce ne sera pas le cas pour Ripat, j'allais dire, en ce qui nous concerne, mais dans certains cas, des fois, l'étoile est très faible. Et donc, en fait, pour un petit peu mieux la voir, pour bien centrer son curseur dessus, on peut se servir de ça qui va permettre de mieux voir, pour retrouver l'étoile dans le champ. Alors, là, c'est une autre présentation. J'ai fait Open Video, mais là, je vais faire ouvrir une séquence d'images. Ça se présente un petit peu différemment. On va lui indiquer le répertoire où se trouvent toutes les images. On fait OK. Et ensuite, on aura ce tableau. Alors là, il est pré-rempli. Ça, c'est bien. Mais parfois, en fonction des caméras qu'on utilise, on n'aura peut-être pas toutes les informations. On pourra dire que si, par exemple, typiquement, si c'est un fichier qui vient d'un appareil photo numérique, un APN, on n'aura peut-être pas des images avec les en-têtes, avec les heures et les dates.
Donc, on pourra éventuellement juste trier les images par nom et pas par datation s'il n'y a pas d'information de date à l'intérieur. Ça, c'est un point important pour ceux qui vont utiliser les APN. Donc, on aura la même fenêtre avec le réglage de contraste luminosité. Par contre, là, on n'aura pas de possibilité d'accumulation de trames sur des fichiers FITS. Là, typiquement, on aura juste les fenêtres que je vous ai présentées précédemment sur le système. Alors, voilà comment ça se passe. Là, typiquement, ici, j'ai cliqué sur l'étoile. Je vous ai dit que c'était celle-là qui me servait d'étoile de référence en occultation. J'ai cliqué ici et du coup, apparaît cette fenêtre. La première étoile qu'on va cliquer, c'est l'étoile qui doit être mesurée, qui va être occultée. Vous voyez ici un truc intéressant, c'est que si on trace la forme du signal d'une étoile est toujours une forme de gaussienne, et parfois, quand l'étoile est faible, on n'a pas un très bon signal. Donc, soit on laisse l'option auto-tracked, qui permet de dire que c'est le logiciel qui va essayer de suivre cette étoile, mais si elle est faible, s'il y a de la turbulence et qu'elle disparaît un petit peu à l'écran, c'est des fois un peu difficile. Moi, des fois, parfois, je clique sur l'autre option, je lui dis que l'étoile ne bougera pas, elle restera fixe par rapport aux étoiles de guidage que je vais surprendre par la suite. La deuxième étoile qu'on choisit, elle va changer de couleur, elle sera une étoile de comparaison. Donc là, on essaye de trouver une étoile qui a un signal non saturé, qui a une belle gaussienne. Et s'il y a une étoile qui est saturée, de toute façon, là, dans cette fenêtre, qui apparaît à droite de l'écran, en fait, sur cette fenêtre, vous aurez des petits pixels violets au milieu là, qui vous dira que l'étoile est saturée, donc il ne faut pas la prendre comme étoile de comparaison. Dans le cas de Ribat, l'étoile est brillante, il faudra effectivement faire très attention à la saturation pour ne pas avoir un signal saturé. L'autre option, puisque là, on parlait tout à l'heure de tracking, en fait, on a une étoile on peut choisir encore 2 étoiles de comparaison guidage. Et donc là, il faut au moins 2 étoiles de guidage pour avoir un suivi correct et corriger éventuellement la position si le suivi n'est pas parfait. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. On va mesurer 4 cibles, dont 2 vont servir pour le guidage. Donc, il y aura l'étoile occultée, l'étoile de comparaison et les 2 étoiles de guidage. Voilà, donc là, typiquement, on a lancé la fenêtre, on a fait OK, on a lancé les mesurements, on a lancé la série de mesures et du coup, en fait, vous allez avoir des fenêtres qui vont se dérouler, s'ouvrir ici, où vous verrez un petit peu le signal. Alors, ça fait un petit peu comme, j'allais dire, on pourrait dire un spectre. Hein. Ça fait des petits traits verticaux de teintes dans les nuances de gris qui vont s'afficher. Et ce qui est important de suivre quand on lance la mesure, c'est que le guidage se passe bien, que grosso modo, il ne perd pas l'étoile. Alors, il y a des options dans la vue précédente qui permettent d'avoir un guidage de très bonne précision pour être sûr que s'il y a un problème de suivi, on récupère bien les traces. Parfois, ça ne marche pas tout le temps. Typiquement, moi, quand j'ai eu du vent sur mon Dobson en mode altazimutal, ça a eu des fois, il a fallu faire des petites corrections pour essayer d'améliorer cette solution de guidage, un peu élargir typiquement les anneaux de la photométrie d'ouverture pour un peu améliorer le guidage. Et une fois que tout ça est terminé, normalement, on sort ça. Donc voilà, vous avez la courbe de lumière, l'étoile occultée, l'occultation est visible ici. Donc là, typiquement, vous voyez, j'ai commencé un petit peu tard sur celle-là. D'habitude, je démarre plutôt une grosse minute avant, mais là, c'était un peu juste. J'ai dû avoir un petit problème de débarrage. Et ça s'est terminé, voilà, quasiment. Donc, c'était un film de 3 minutes qui s'est lancé. Vous avez le flux des étoiles de comparaison et les étoiles de guidage qui sont au-dessus.
Après, il y a quelques petits raffinements qu'on peut faire. Typiquement, normaliser la courbe de l'occultation par une des étoiles de référence pour avoir un signal un petit peu plus lissé. Enfin, il y a différentes petites choses qui sont à faire, mais en première approche, ça, c'est le point important. Et deuxième point très important, il faudra sauver cette courbe de lumière. Parce qu'une fois que vous êtes là, il n'y a rien de sauvé. Votre travail, vous avez mesuré, mais il n'y a rien du tout de sauvegardé. Donc, avec cet onglet, vous pourrez sauvegarder dans File, dans cette fenêtre, vous pourrez sauvegarder votre courbe de lumière. Éventuellement, si vous voulez faire une copie d'écran, en fait, il y a aussi une possibilité de sauvegarder la copie de ce que vous voyez à l'écran pour avoir votre courbe de lumière en fichier BMP ou JPEG. Sur cette courbe de lumière, on peut aussi se balader dedans et en fait, avec le petit onglet Zoom, hein, on peut aller voir de plus près pour voir en fait comment se présente. Alors là, elle était relativement claire et relativement courte, hein, mais on voit qu'on avait un signal qui était à peu près à ce niveau-là en moyenne et qu'on a commencé à avoir un point dans la descente du signal qui est descendu ici. On avait un espèce de petit plancher et une remontée. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est les temps milieu, c'est les temps intermédiaires qu'on mesurera par la suite. Mais déjà, si vous avez ça, avec ça, on peut faire quelque chose. En tout cas, derrière, en post-analyse, on a déjà une information très intéressante. L'option, et ça, j'allais dire, ça sera le parcours expert. Il y a un outil, en fait, dans Tangra qui permet d'aller, j'allais dire, chercher une analyse fine des temps de disparition ici, là. On peut, avec un autre logiciel qui est installé sur votre ordinateur, qui s'appelle Occulte. Alors lui, il sert plutôt à faire des prédictions, mais il a ce petit système d'analyse qui permet d'aller chercher la courbe de Tangra et d'analyser pour vraiment voir l'occultation et pour mesurer les temps très précisément et extraire au mieux de la courbe les temps en fait, de disparition et de sortie d'occultation au niveau de l'étoile. Alors, les points importants, on a parlé tout à l'heure qu'on ouvrait une image et on voyait le champ. Là, je savais, par exemple, pour l'exemple que je vous ai exposé, je savais où était l'étoile occultée, mais il y a des fois, on se dit, on trouve ça le lendemain, ah, c'était laquelle dans le champ. Donc, c'est important d'avoir éventuellement une image qu'on peut aller éventuellement exporter sur astrométrie.net pour repérer l'étoile qu'on veut mesurer. La première étoile occultée, les étoiles de guidage, ce n'est pas trop grave, mais l'étoile occultée, c'est important de la repérer bien à l'écran sur votre image. Et donc, il est possible, en s'entraînant, d'aller utiliser astrométrie.net, alors soit en connexion, directement connecté à Internet sur le serveur, ou d'installer, j'allais dire, l'outil en local en téléchargeant les fichiers sur votre ordinateur pour pouvoir faire une résolution astrométrique, c'est-à-dire une mesure des positions des étoiles sur votre image en temps réel sur votre ordinateur en local sans connexion Internet. Également, ce qui est important, c'est de connaître la validité de son système de datation, et ça, on en a parlé durant les précédents webinaires, que la datation de l'ordinateur en fonction des systèmes qu'on utilise, ou de l'APN, ou j'allais dire, de la caméra qu'on va utiliser, c'est quelque chose qui sera essentiel. Comme vous avez pu le voir, en fait, dans Tangra, on ne peut pas utiliser tous les formats, donc il faudra peut-être trouver des solutions pour convertir les fichiers dans les bons formats pour pouvoir mesurer votre courbe de lumière dans le logiciel, mais ça, il existe en général sur le web pas mal de choses qui permettent peut-être de transformer. Donc voilà. Et puis, un truc important, mais ça, c'était un petit clin d'œil à le CAM, qui est important, c'est que dans Tangra, en fait, on peut rentrer ce qu'on appelle, à la fin de la courbe, là, le délai d'acquisition. C'est-à-dire, c'est le temps de la chaîne d'acquisition entre la caméra, la liaison USB et votre ordinateur, et l'enregistrement de l'image, connaître le délai d'acquisition du système. Ça permet d'avoir une meilleure précision et de raccorder vos cordes d'occultation par rapport aux autres observateurs, être sûr que le temps que vous avez mesuré, on n'est pas obligé de faire
Je me souviens que Franck Marchis avait montré qu'ils avaient recalé une corde qui n'était pas tout à fait bien calée au bon endroit. Ben là, voilà, si on a toutes ces informations, on est sûr que votre corde, elle est bien calée et qu'il n'y aura pas besoin de lui faire une petite correction. Voilà, pour ça, j'en ai fini pour Tangra. C'était une présentation un petit peu en survol. J'avais invité lors du précédent webinaire à le télécharger pour certains. Donc voilà, je pense que peut-être que quelques-uns ont dû essayer, que donc, des questions vont sûrement surgir et que voilà, ce n'est pas un logiciel extrêmement compliqué. Le point important est de bien connaître où est l'étoile qu'on veut mesurer, qu'elle ne soit pas saturée et qu'on ait un système de datation qui soit valide. Voilà, Guillaume. C'est à toi. Très bien. Et alors, en quelques mots, le fichier de sortie de Tangra, il ressemble à quoi? Et à l'intérieur de ce fichier, où est-ce qu'on lit le temps d'immersion et le temps d'immersion? Alors, en fait, dans ce fichier, tu ne lis pas. Je vais essayer d'en partager un. En fait, c'est un fichier que tu peux exporter dans différents formats. Tu as le fichier format Tangra qui va sortir dans ce que je vais montrer dans l'exemple ici. Hop. Quand tu sauvegardes ici, typiquement, là, tu vas avoir un fichier format Tangra. Donc, c'est-à-dire que si tu ouvres Tangra ou quelqu'un qui reçoit cette courbe de lumière et qui ouvre Tangra, même s'il n'a pas tes images, il peut voir ce que tu as mesuré. OK. Par contre, tu as aussi, et je vais peut-être arrêter le partage d'écran là-dessus et ouvrir une fenêtre Tangra, tu as la possibilité j'allais dire, de pouvoir exporter tes données dans un fichier CSV. D'accord. Donc, on ouvre avec Excel, tranquille. Voilà, je repartage l'écran. Normalement, vous devez voir ma courbe de lumière de tout à l'heure. Et là, si je veux l'exporter, je peux l'exporter donc en fichier CSV ou en fichier image. Donc, je peux choisir exactement ce que je veux. Il y a aussi d'autres choses que je n'ai pas montrées, hein, mais là, j'ai choisi un procédé pour mesurer cette courbe de lumière. Je peux rapidement la retravailler suivant une autre méthode pour voir si je peux avoir une solution qui soit un peu moins bruitée, quoi. On peut vraiment retravailler sans reprendre tout le process dès le départ. À partir de la sortie, on peut retravailler ces mesures. D'accord. Et l'export dure longtemps? Non, c'est quelque chose d'assez rapide, j'imagine. Ah non, là, parce qu'on pourrait par exemple le faire en temps réel là, et voir. Ah oui, bah là, typiquement, là, je t'ai rouvert la courbe que j'ai montrée. Et puis voilà, on choisit grosso modo si on veut un flux relatif, ce qui est logique, puisque là, on part d'une étoile par rapport à une autre. On choisit le format qui va sortir au niveau des heures, minutes, secondes. Qui est le format, savoir si on le veut, s'il soit Excel-friendly. Si on veut des jours en décimales à partir de la première image, enfin, voilà, en jour julien, c'est des choses qui se faisaient avant, je veux dire, là, typiquement en fonction pour les phénomènes mutuels des satellites de Jupiter, on le sort en jour julien, par exemple, encore, donc, ou en jour décimal. Et dans le cadre de notre expérience, ce sera plutôt la première option. Ouais. Voilà. Après, si on veut sortir les séries, soit on sort le série du signal et le série du fond, du bruit de fond en fait, qu'il y a dans le fond de ciel, soit on sort directement la série signal minus background pour pouvoir, j'allais dire, avoir la réduction brute avec le background qui est directement enlevé du signal de l'étoile. Et c'est à mon avis ce qui sera peut-être le cas le plus présent pour notre expérience. C'est plutôt ça qu'on demandera si on doit sortir un fichier CSV. Mais l'idéal, c'est que si dans les données à conserver, si on sort la mesure light curve dans le format Tangra, si quelqu'un me l'envoie, je suis capable de l'ouvrir et de regarder toutes ces données en fait, sans aller rechercher dans un fichier texte, quoi. Donc, je peux l'exploiter directement. Bon, et si 200 personnes ou 500 personnes ont tracé une courbe de lumière et qui veulent le faire eux-mêmes, juste est-ce que tu crois qu'on peut montrer dans le fichier Excel comment lire le temps d'immersion et le temps de… Ah ben alors, le temps d'immersion, c'est même plus simple que dans le fichier Excel. D'accord, donc il n'y a pas forcément besoin de l'exporter. L'exporter, c'est pour éventuellement transmettre oui, mais parce que les données.
D'accord, parce que là, on est dans le cas de figure où ça tombe sur un point, la chute à 50% du flux tombe sur un point. Parfois, ça pourrait ne pas être le cas. On pourrait avoir une absence de point pendant la pente descendante, là. Oui, tout à fait. Alors, Est-ce qu'on... généralement, on fait en fonction du temps de pause qu'on utilise. D'accord. Là, entre chaque point, il y a 300 millisecondes. Ok. Si on fait des points de pause d'une demi-seconde, typiquement, il n'y aurait peut-être pas eu ce point-là, justement. C'est Il ça. aurait été peut-être par là. Donc, on va interpoler pour faire une moyenne entre ce point-là et ce point-là pour trouver le point milieu. Hmm. Et dans Tangra, quand on clique sur le point, vous avez directement l'heure qui apparaît. Et ça, c'est s'il y a l'info dans le film au départ. Ouais. S'il n'y a pas l'info dans le film au départ, ça sera un point autre. Donc, ça sera un peu plus difficile à déterminer. D'accord. Et pour toutes les méthodes où on va utiliser une source de datation externe qui ne sera pas intégrée au fichier de l'image, il faudra, j'allais dire, reprendre le point de départ où on a lancé l'acquisition pour dire, voilà, il y a eu tant d'images qui s'est déroulé depuis ce point-là. Faudra calculer le nombre de points et effectivement, avec le fichier Excel, ça sera peut-être possible. Ça, ce n'est pas quelque chose en général. Ce n'est pas la majorité des cas qu'on exploite. D'accord. Et alors, tu parlais d'une fréquence d'acquisition plus faible, donc une période d'acquisition plus grande, dans le cas où quelqu'un prend une image par seconde. Est-ce que, enfin, je pense aux gens de la catégorie 3, par exemple, qui ont un APN pas très rapide, ou est-ce que ça vaut le coup? Enfin, est-ce qu'il y a... Parce que dans ce cas-là, on peut imaginer que la personne dans son train d'image a des images où l'étoile est apparente, et puis l'image d'après, d'un coup, l'étoile a complètement disparu. Là, on a une incertitude de plus ou moins 0,5 secondes. Voilà. Et est-ce que ça vaut le coup là, de tracer une courbe de lumière à cette période d'acquisition-là, ou est-ce que... Non, c'est pas. Si on sait, là pour le coup, c'est pas forcément utile. C'est plutôt dans le cadre d'une vidéo où on a un flux vidéo qui sera plus rapide et qu'on pourra avoir plus de détails. Là, typiquement, la réduction peut se faire en analysant les images à l'écran, prenant ses notes et en regardant, dire voilà, j'ai démarré ma séquence à telle heure précisément et je vais pouvoir dire, tiens, à la 18e image, ça a disparu et ça a duré 4 images et à la 19e, c'est réapparu. Mais il peut arriver effectivement que sur une pause longue d'une seconde, enfin longue, toute proportion gardée, mais l'occultation survienne au milieu de la pause et donc que le flux soit un certain pourcentage. Soit à moitié. Voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant des fois de mesurer pour avoir cette espèce de point intermédiaire. Thierry Midaven nous a levé la main. rejoint à lever la main. Ouais. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Thierry? Bienvenue. Oui, c'est simplement, je ne sais pas si vous m'entendez, ce qu'il y a de très intéressant également pour cette occultation et quand on a une étoile brillante, si effectivement on a plusieurs points dans la descente ou dans la montée, tout ça, ça traduit le fait qu'on accède au diamètre apparent de l'étoile. Donc, c'est comme pour une éclipse, c'est le premier contact, deuxième contact, troisième contact et quatrième contact. Donc, et c'est quelque chose auquel on peut peut-être s'attendre, comme on a une étoile là qui fait magnitude 8, et très souvent, voilà. Et puis en plus, voilà, l'astéroïde là, c'est un Troyen, donc il est relativement lointain. Et donc, c'est très probable, effectivement, qu'on ait une occultation qui soit graduelle si on a une cadence d'acquisition rapide. D'accord. Et donc, on mesure le diamètre de l'étoile, ce qui est fascinant. D'accord, donc c'est une information scientifique supplémentaire qu'on peut déduire de ces données. Dans le cas d'une occultation donc graduelle, comme tu le décris, pour quelqu'un qui aurait une fréquence d'acquisition très, très élevée, on reste sur, pour le temps d'immersion, et le temps d'immersion, on reste sur le 50% de la chute, c'est ça le critère? Et c'est la largeur à mi-hauteur, effectivement, qui nous donne l'accord sur l'objet. Super. Merci pour ces précisions. Arnaud, tu parlais de Tangra prend le format d'image que prend Tangra, c'est du point FITS, c'est ça? Ouais. Tu as une suggestion pour convertir en FITS quelque chose, un site, Alors, j'allais dire une suggestion.
oui et non. Attends, je rate le partage 2 minutes, je vais remettre temps gras en démarrage. Il y a des logiciels, typiquement les images d'APN, on a dit qu'on allait les mettre en RAW, en format brut. Alors, il y a Iris, le logiciel de Christian Buil, qui convertit ça en FIT, qui est gratuit. Il y a un logiciel qui s'appelle Prism, qui est payant, mais qui a une période d'évaluation, si vous voulez le tester, de 60 ou 90 jours. Donc, vous ne l'installez pas trop tôt et il ferait ça aussi en mode automatique. Après, ça, c'est les deux seuls sur lesquels j'ai l'habitude. Du JPEG dans FIT, ça existe? Non. Non, le JPEG, c'est un format compressé. Il faut vraiment prendre les images en RAW pour pouvoir avoir les données brutes le plus possible. Le JPEG va compresser et va dégrader la qualité des données. Oui, mais dans le cas où, je pense, puis j'en fais partie, il y a des utilisateurs qui n'ont pas de buffer dans leur appareil photo. Le temps d'enregistrement du RAW est très lent, enfin plus lent en tout cas que du JPEG. Donc on avait recommandé de dégrader un peu la qualité des images. Non, en fait, tu peux dégrader le JPEG, en fait, du coup. Voilà. Tu peux faire que juste on doit pouvoir, dans certains APN, de mettre que le RAW, d'ailleurs. On peut mettre que le RAW, on peut mettre que du JPEG, mais que le RAW, ça met un peu de temps déjà. C'est la résolution maximale. Bon. Ouais, mais en tout cas, l'idéal, c'est d'avoir du RAW. C'est sûr que le JPEG, tout de suite, il va être compressé. La qualité de la donnée va être dégradée. Thierry, tu voulais dire? Oui, bien sûr, on peut utiliser le mode vidéo de l'appareil photo. Et puis, si je ne m'abuse, je l'ai fait il y a très longtemps, mais je pense que c'est toujours possible. Prism a ces fonctions-là d'exportation du JPEG pour refaire des fichiers RAW et faire ces conversions. Hein. C'est un peu acrobatique, comme le dit Arnaud, mais ça doit être aussi possible. C'est encore jouable. Oui, Prism pourrait te convertir une série de fichiers JPEG, au pire, effectivement, en FIT sans aucun problème. Après, voilà, on sait qu'on a les données qui seront un peu dégradées, mais en tout cas, c'est possible. Je suis en train pendant que je parle, je vérifie juste. Il y a une option qui s'appelle conversion de fichiers par lot et qui prend le JPEG effectivement en format de départ pour pouvoir le convertir. Dans quel logiciel? Dans Prism. Dans Prism, ok. Ouais, et tu vas le convertir en FITS derrière. Et si c'est une image couleur, vous pouvez dire que vous la convertissez en FITS monochrome. Comme ça, déjà, du coup, il n'y a pas 3 couches d'informations supplémentaires. Il va tout convertir l'image couleur en monochrome. Très bien. Ok, super. Je propose qu'on avance un petit peu et qu'on aborde le deuxième point que tu avais préparé. Donc, comment installer le logiciel Mindberg pour les participants de la catégorie 5 qui voudront améliorer avoir une bonne précision temporelle absolue, la plus absolue possible, grâce à un serveur NTP. Donc, le logiciel Mindberg installé sur votre ordinateur va aller interroger un serveur NTP. Si tu peux rappeler ce que c'est, Arnaud, n'hésite pas en passant. Et puis, pour les utilisateurs des catégories 1, 3 et 4, également la petite appli que tu as découverte qui fait horloge parlante. Voilà. C'est bon. Vous voyez l'écran là? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. C'est bon. Alors on voit. Ah oui, c'est pas celui-là. Je n'ai pas partagé le bon, excusez-moi. Normalement, ça doit être le bon, mais il n'est pas dévancé en diaporama. Voilà. Parfait, merci. Voilà, donc le logiciel Mindberg, pour rappeler ce qu'est un signal NTP, en fait, c'est le temps qui est diffusé à travers le réseau Internet, à travers un réseau informatique. Et donc, il y a un protocole, ça c'est le NTP, c'est le Network Time Protocol, qui est utilisé, on utilise un algorithme, une procédure mathématique pour aller récupérer ce temps sur des serveurs qui diffusent
l'information temporelle. Pourquoi on parle de Mindberg? Parce que c'est un vrai logiciel NTP. La plupart des logiciels temporels qui sont utilisés sur nos ordinateurs sont des systèmes simplifiés, c'est-à-dire qu'ils utilisent des protocoles. Il y en a différents algorithmes, mais en fait, ils les utilisent de manière aléatoire. Donc, qui dit aléatoire dit précision aléatoire aussi en fonction du protocole utilisé. L'avantage de Mindberg, c'est un logiciel NTP qui n'est pas simplifié. Donc, en fait, on a un vrai protocole NTP qu'on choisit. Et donc, ce qui est pré-réglé dans le soft, au moins, on sait de quelle manière il travaille et donc on sait exactement ce qu'il va pouvoir donner comme résultat. Donc là, sur cette diapositive, en fait, j'ai mis les liens pour télécharger le service, qui est comme un service horloge Windows. Je ne suis pas sûr qu'il marche sous d'autres plateformes, ça, je n'ai pas vérifié. Et il y a un deuxième petit logiciel qui va permettre de surveiller comment travaille ce service, qui est le NTP Server Monitor, qui, lui, va pouvoir permettre de refaire les paramétrages pour déterminer les horloges qu'on veut aller interroger. J'ai mis le lien vers l'adresse de l'Observatoire de Paris et je pense qu'ils vont finir par être submergés à force de toute cette diffusion d'informations vers ces deux horloges, l'horloge atomique de l'Observatoire de Paris, qui ne sont pas directement l'horloge en elle-même, mais les serveurs qui diffusent ce temps. Et donc ça, c'est les adresses des adresses publiques donc, qui sont utilisables pour pouvoir aller se connecter avec le logiciel Mindberg sur le serveur de temps. Alors ça se présente comme ça, le petit monitoring. Là, en fait, on voit qu'il y a, là, il y a 3 adresses parce que ça, il y a une adresse de mon réseau interne pour faire une horloge locale, mais en tout cas, les 2 adresses qui sont en verte et qui sont je veux dire, en jaune, sont celles qui ont été rentrées comme indiqué précédemment. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans un fichier de configuration. À l'installation, il va vous les demander, mais dans un fichier de configuration, on peut aller ici, dans le logiciel de monitoring, aller modifier ces paramètres et choisir les serveurs qu'on veut interroger. Donc ça, c'est un truc qui est relativement intéressant. Pour que ça puisse se faire typiquement sous Windows, il faudra lancer le NTP Time Server Monitor en mode administrateur. Si ce n'est pas en mode administrateur, il ne va pas vouloir qu'on aille modifier ce fichier et rentrer nos infos si on veut changer la configuration. Et puis, un autre truc qui est important, c'est qu'on va déterminer le temps, tous les combien de temps on va rafraîchir les informations. Alors ça, quand on dit d'ailleurs NTP, ça veut dire qu'on a une connexion Internet. On en a parlé précédemment. Donc, si on est en poste fixe, on peut avoir la connexion Internet de son domicile. Si on est en plein milieu de la campagne, en fait, Internet, on va le prendre avec son téléphone portable. Et la meilleure solution, et Pierre qui est avec nous ce soir m'a confirmé l'information tout à l'heure, en connectant son téléphone portable, en le mettant en modem USB et connecté à son ordinateur, et bien, lui va pouvoir diffuser le temps Internet. Il pourra se connecter au réseau de la même manière que si vous étiez à la maison. Et un truc qui est important là-dedans, c'est que ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on appelle des fichiers logs, qui vont être des fichiers texte, dans lesquels les corrections de l'heure de votre horloge Windows vont permettre d'être notées. Et si, par exemple, vous faites un enregistrement entre 4h et 4h10, et ben, si on sait qu'à 4h, il y a eu tant de temps de corriger et qu'à 4h10, on a recorrigé de temps, on peut faire une petite information intermédiaire pour pouvoir faire une régression et donc, du coup, corriger le temps de votre occultation de la valeur moyenne de l'horloge de Windows, comment elle a varié. Avec les dernières versions logicielles, on peut savoir que c'est relativement plus stable que ce qu'on a connu précédemment. On n'aurait jamais osé de parler de NTP pour faire des occultations comme ça précédemment. Donc ça, voilà, le fichier log, après, on peut l'exploiter. Donc là, en fait, vous avez les dates ici. Et vous allez chercher, et là, vous voyez les corrections. Alors, ce n'est pas des corrections en secondes, hein, c'est des corrections en millisecondes. Donc, grosso modo, en moyenne, sur mon système, j'arrive à avoir, en étant connecté à Internet, des corrections qui sont entre, j'allais dire, 1 milliseconde à 5 millisecondes. Donc, c'est largement
suffisant et largement au-dessus de ce qu'on demande pour la précision temporelle, pour la datation de votre ordinateur. Bien sûr, ça ne tiendra pas compte comme de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le délai d'acquisition de votre caméra, c'est-à-dire entre le temps que l'image est formée et téléchargée et enregistrée sur l'ordinateur. Mais au moins déjà, on est sûr que l'horloge d'enregistrement qui sert de référence au fichier qui est créé par l'ordinateur, elle est relativement bien régulée. Voilà, ça c'est juste pour Mindberg. Alors je sais que j'ai vu des questions sur le Discord. Quelqu'un demandait, ou sur AstroSurf, quelqu'un demandait savoir un tuto pour installer Mindberg. Bon, Mindberg, là j'avoue, je n'ai pas fait de tuto plus que ça. Ce n'est pas très compliqué en fait. Il faut d'abord installer le service NTP et après avec NTP Monitor, on peut tout à fait configurer ses serveurs. Même quand on installe normalement NTP, il va vous dire quel serveur vous voulez mettre. Vous ne prenez pas les trucs standards, vous mettrez les 2 adresses que je vous ai indiquées et ça va bien se passer. Ce n'est pas très, très compliqué, mais en tout cas, essayez. Et puis, s'il y a des questions sur le Discord, de toute façon, ou sur un autre canal, on y répondra. Ah, tu n'as pas remis ton micro, Guillaume. Merci. Oui, bah, très bien. Merci Arnaud pour ça. Et allez, en 2 mots, quelle est cette appli magique? Ah, bah alors là, Enfin, magique. je ne sais pas si elle est magique, mais en tout cas pour la catégorie 1 qui est moins présente ce soir, ou même pour la catégorie 3 ou la catégorie 4 qui va enregistrer un film sur son APN derrière son télescope. Comme on a dit qu'on essaie le micro ouvert, cette petite appli, en fait, a l'avantage, alors je ne sais pas si vous allez l'entendre. Donc, c'est pour celles et ceux qui vont faire la datation à l'oral en disant top lorsqu'ils voient l'occultation, enfin l'étoile disparaître en visuel ou bien sur l'écran de leur film s'ils enregistrent un son en même temps qu'ils filment. Et donc, non, vous ne l'entendez pas là. Ouais. Ça fait pas la mise au point. Alors, mets bien au centre de l'image parce oui. que comme tu as flouté ton fond. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, l'application s'appelle Atomic Clock and Watch Accuracy Tool. Peut-être que tu défloutes ton écran. Oui, je pense que ça sera la meilleure solution. L'intelligence artificielle est faite pour reconnaître des visages. Exact. Voilà. Donc, Atomic Clock and Watch Accuracy Tool. Et donc, elle fait un peu comme le site time.ease. Exactement. Elle te dit de combien retarde ton téléphone et en fait, on peut afficher le signal horaire qui va faire à chaque minute 4 tops avant la minute. Même 5, quoi, je crois. Voilà. Et donc, elle fonctionne en background sur votre smartphone. Si vous lancez un enregistrement vocal avec le magnétophone en même temps, ça fera bien le bip, bip, bip. Voilà. Donc, ça peut vous épargner d'avoir à le faire vous-même. On mettra, voilà, je rajouterai cette suggestion dans les protocoles des catégories concernées sur le site afastronomie.fr. Super, mais je crois qu'on a fait le tour des présentations, enfin de tes présentations. Et on va pouvoir ouvrir la session questions-réponses. Thierry, n'hésite pas à allumer ta caméra si tu veux apparaître à l'écran parmi nous. Tu peux pas? Alors, non, je ne peux pas allumer ma caméra. Il doit y avoir une fonction qui est bloquée. Mais si Marie peut te donner l'accès, ça te permettra de le faire. Là, normalement, tu peux, je pense. Voilà. J'ai ton micro haute. Alors, du coup, une première question qui était au sujet de l'événement Facebook qu'on a créé pour l'occultation de Ribat, afin d'informer, mais aussi de recruter davantage. Donc, il n'y a pas à s'abonner. Alors, je ne sais plus qui posait cette question. C'était peut-être c'était Dominique. Donc, enfin, s'abonner, c'est juste se mettre participant. En fait, il n'y a pas plus de choses à faire. Donc, j'ai l'impression que vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, il faut d'abord cliquer en disant on est intéressé. Puis ensuite, une fois qu'on a cliqué sur intéressé, on peut devenir participant. Voilà. C'est un petit détail non technique. Et donc, les questions. Alors, David demandait, demandait en rapport à ce qu'on disait au webinaire 2, la carte des sites pour les horaires est-elle disponible? Donc, cette carte de France sur laquelle on peut cliquer à l'endroit où l'on se trouve et qui va indiquer à la seconde près le moment attendu de l'occultation.
pour savoir si, voilà, si on n'a que 2 minutes de temps d'acquisition maximum ou 1 minute, savoir à peu près quand déclencher ces acquisitions. Donc, elle n'est pas encore prête, cette carte-là. Dès qu'elle le sera, on la mettra en ligne. Voilà, je crois que les gens de l'Observatoire de Paris les produisent 2 mois avant ou quelque chose comme ça. Mais bon, on la mettra à l'avance. Et de toute manière, entre Lille et La Rochelle, je crois qu'il n'y a que 2-3 minutes de différence, hein. Donc tout le monde va voir l'occultation Oui, à en peu près au fait, il y a même 2 moment. minutes. Donc, l'enjeu, c'est effectivement d'inciter les personnes à observer pendant 2 minutes, un peu importe. De toute façon, voilà, Il faut rester l'écart aveugle. type, voilà, l'écart type va être de l'ordre de la seconde. Donc, à 3 sigma, ça fait plus ou moins 3 secondes. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a le satellite à observer. Donc, à tenter d'observer. Donc, l'important, c'est de scruter le phénomène au moins 1 minute avant et 1 minute après, même mieux, pendant, on va dire, 2 minutes avant et 2 minutes après. Voilà. Puis, Bon, ce qui dépend, dater l'occultation ou éventuellement un blink, un flash, une réduction du flux. yes. David demandait également, alors c'est pour toi Arnaud, au sujet de Tangra, donc comment démarrer l'analyse de la courbe, sur quel bouton cliquer, la flèche verte. Hein, le début de... Alors, hop, je repartage mon écran. J'ai rouvert le fichier de tout à l'heure. Et en fait, voilà, une fois qu'on a sélectionné ces étoiles, on fait Start. Et là, vous voyez en temps réel la vidéo qui est analysée. Je ne sais pas si vous voyez tous bien là. Voilà. Et donc là, voilà. Et en fait, c'est ça. Et après, là, on peut arrêter. Je peux arrêter les mesures en cours de route. Si typiquement, tiens, il y a eu des nuages, ou regardez si c'est bien guidé. Là, typiquement, on voit qu'il y a un petit décalage. Voilà, des choses comme ça qu'on peut laisser pour lancer. Je pense que David, ça doit répondre à ta question. Ouais. Et la flèche verte en bas, on voit une flèche verte en bas de l'écran, donc elle est grise. Ça, c'est... Ah, celle-là? Alors, ah oui, alors. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ferme tout. J'essaie de faire ça en direct. On va fermer la flèche verte. En fait, par exemple, je vous fais une vidéo. Là, on va les mêmes informations que tout à l'heure. Ah, la fenêtre s'est sauvée. Voilà. La flèche là, c'est pour lire le film, mais sans rien mesurer. D'accord. Typiquement, on peut relire le film pour voir, tiens, est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que j'ai bien vu dans le noir si j'ai vu l'occultation préalable avant de l'analyser, en fait. Ça permet de se déplacer, soit d'une trame, d'une seconde du film, 10 secondes. Enfin voilà, on peut se déplacer. Le curseur ici permet de se déplacer dans l'image. Vous voyez, quand ça ne suit pas bien et qu'on voit que c'était un peu plus flouté. Le truc que je disais tout à l'heure pour stacker les images, pour améliorer le signal survoué, pour repérer l'étoile qu'on veut mesurer. Du coup, on a beaucoup des plus faibles dans le système, quoi, hein. Ça permet de faire tout ça. Très bien. Merci. Olivier demande, sera-t-il possible de partager un point serre d'une observation réalisée afin de s'exercer à l'utilisation de Tangra? Moi, je pense que c'est une bonne idée. On peut tout à fait en mettre un téléchargement depuis le site de l'AFA. Est-ce que vous avez ça en stock, Arnaud ou Thierry? Peut-être Ouais, même je dois avoir des fichiers FITS et des SER en stock sur les disques durs, pas de problème, on va prouver. Et ce que je ferais, c'est que si on fait ça, je mettrai une carte de champ pour dire quelle est l'étoile occultée. Ou alors, sinon, on fait un jeu pour l'été, retrouver l'étoile occultée dans l'image. On va peut-être mettre la carte de champ quand même. Super. Jean demandait la précision souhaitée est la seconde ou le centième. Bon, donc, en fait, la précision souhaitée est la meilleure précision que vous puissiez atteindre grâce à votre matériel, Jean. Dans le meilleur des cas, la précision temporelle souhaitée, c'est la dizaine de millisecondes, à peu près, on va dire. Et puis, mais si vous faites déjà la centaine de millisecondes, c'est très bien. Et puis, si vous ne pouvez pas faire mieux que la demi-seconde ou la seconde, c'est parce que vous ne pouvez pas faire mieux. Et donc, c'est aussi très bien de le faire. Et si on est très nombreux, même ces précisions temporelles
un peu plus modestes sont utiles. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, Oui, n'hésitez pas. songez que si vous avez un moyen de datation avec un GPS, parce que c'est vraiment la chose qui est devenue géniale là, depuis une vingtaine d'années exactement, c'est, pour la petite histoire, c'est grâce à Bill Clinton que le 1er mai 2000, le signal GPS n'est plus brouillé. Hein, parce que vous savez, bien sûr, au départ, le signal GPS était utilisé pour guider des missiles. Et donc, songez qu'il y a un petit récepteur GPS là, qui vaut quelques dizaines d'euros. On a regardé à l'oscilloscope, mais ça vous donne un signal de référence avec une précision absolue par rapport au temps atomique international ou à UTCOP, le temps délivré par l'Observatoire de Paris, qui est précis à 10-20 microsecondes. Hein. C'est vraiment génial. Donc, si vous avez un moyen de datation de type GPS, eh bien, songez que voilà, une mesure à la milliseconde, ou même mieux que la milliseconde, est tout à fait possible, accessible. Et comme l'étoile est brillante, si vous avez un moyen de faire des images à très haute cadence, ça a vraiment du sens. Voilà. Ce qui peut poser des problèmes ensuite de stockage d'images, parce qu'à très haute cadence, ça fait beaucoup de mémoire à consommer. Donc, il faut trouver son Voilà. compromis le plus optimal. Mais ça peut être, vous voyez, ça peut avoir du sens néanmoins, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, on peut faire des interpolations. Hein, donc, connaître le début de la pause et la fin de la pause à la milliseconde ou même une fraction de milliseconde, ça a vraiment du sens. Et en voyant le niveau d'éclairement collecté pendant l'exposition, on peut faire cette interpolation. D'accord. Alors, on parlait de conversion de fichiers images tout à l'heure. Thierry demande, pour convertir du PNG en FITS, est-ce que quelqu'un a une solution comme ça ou est-ce qu'il faudra chercher dans la discussion, il y avait d'ailleurs une bonne remarque de Didier qui disait que PIP a été converti des images vidéo vers plusieurs formats, typiquement du RAW vers FITS. Donc, le logiciel PIP aussi, il a mis un lien dans la discussion. Donc, ça peut être une intérêt. Pour le PNG, je ne sais pas. Mais, d'accord. Ouais, mais donc, je ne sais pas quel type d'appareil fait du PNG d'ailleurs. Les APN, généralement, c'est JPEG plus RAW. Les caméras astronomiques vont faire du FITS. Dans SharpCap, on met du FITS. Donc, voilà, ou les APN. Par contre, la question, ça va être le format. Et je pense que j'avais posé la question sur le Discord, mais je ne suis pas sûr d'avoir eu la réponse. C'était quel format de film les APN vont sortir. Est-ce qu'ils vont sortir un MPEG-4? Est-ce qu'ils vont sortir un fichier propriétaire à la marque de l'appareil? Ça, c'est une petite incertitude aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Je peux partager l'écran avec Prism. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Ça y est, on le voit. Tout à fait. Voilà, donc quand vous allez dans Prism, vous voyez, vous avez ces formats-là. Voilà, conversion de fichiers par lot. Est-ce que vous voyez la fenêtre qui s'ouvre? Oui. Ouais, donc, vous voyez les formats de départ que c'est manipulé Prism. Il y a du FITS, du CPA, du ISIS Big, du BMP, du JPEG, les formats des APN, Canon, Nikon, là, du TIFF, du PIC. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses là. Et puis après ça, vous choisissez le format d'arrivée en FITS, en JPEG ou en CPA, qui est le format non compressé de Prism. Prism est un logiciel payant, mais avec une version d'essai gratuite. Hein, c'est ça, il y a une version d'essai pendant 60 ou 90 jours. Ça marche. En tout cas, Thierry, peut-être, je pense que ces questions de conversion vont commencer à trouver des réponses au moment où les gens vont s'entraîner. Donc voilà, ne pas hésiter à s'inscrire sur le Discord et à demander autour de vous. C'est un peu du cas par cas, là, je pense. Donc, le bouche à oreille fera que vous pourrez trouver une solution. Thierry, ce même Thierry, peut-être demander, ou alors c'était toi, Thierry Midaven. Non. Je viens de voir que AI Studio enregistre en AVI ou PNG, d'accord. Et ce n'est pas reconnu par Tangra. Ouais. Donc AVI n'est pas reconnu par Tangra, pareil, il faudra
trouver une Ah oui, solution. c'est peut-être sur les anciennes versions, ils prenaient les AVI, mais ça se trouve, maintenant, ils ne veulent plus les prendre pour des histoires de datation, à mon avis, des histoires comme ça. Oui, alors avant, on utilisait un autre logiciel, là, qui était un logiciel japonais qui s'appelle Limovi, qu'on utilisait pour traiter les vidéos analogiques et les AVI. C'est vrai, c'est vrai. Donc, qui existe toujours, là, qui est pas mal. Il fait un peu peur avec tous les boutons, comme je disais tout à l'heure, j'en ai parlé. Oui, voilà, mais c'est il fait un peu peur quand on le voit, voilà, c'est ça, il est moins convivial. Aujourd'hui, on utilise tous Tangra et Risto Pavlov est toujours adorable là pour nous assister si on a un souci ou prendre en compte nos remarques là pour faire évoluer le logiciel. Exactement. Alors pour les geeks de l'informatique, il y a un autre truc, si vous voulez aller plus loin ou faire comme Tangra, il y a un truc qui s'appelle Pmovie, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui sont ultra à l'aise avec les commandes un peu. C'est un truc qui a été construit en Python et qui marche très bien, mais il faut vraiment être expérimenté à l'aise. Je le dis juste au cas où il y a des curieux qui veulent aller voir d'autres choses. Il n'en aurait pas assez de l'occultation en elle-même. Ok, je vois JPR qui a commenté. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une réponse. Avec Levescope, donc catégorie 2, nous ne faisons que transférer les datas en bloc. La datation est incluse et elle provient du GPS de la tablette ou du smartphone qui pilote Levescope. Voilà, je le dis, je le lis pour information si des gens de la catégorie 2 nous regardent. Voilà, un des intérêts qui vous simplifie la vie avec Levescope, c'est que le transfert de données se fait assez facilement et le traitement de données n'est pas entre vos mains, il est dans les mains des scientifiques. Auprès de qui, je crois que si vous écrivez à Unistellar et vous voulez absolument récupérer vos données, vos images pour vous amuser, si ça vous plaît à tracer vous-même votre courbe de lumière, je crois que ça n'est pas impossible. Donc peut-être demander à Unistellar ce qu'ils en pensent. Et puis Dominique disait « Merci, c'est donc une donnée renvoyée par le système ». Là, j'avoue que je ne sais plus à quelle... oui, j'ai vu en fait, parce qu'il y avait une question se rapporte cette question. sur l'image, c'était quand on ouvre le film, comme j'ai fait tout à l'heure, il y a un truc qui s'appelle le jitter. Et en fait, ça, c'est précisé qu'en fait, le jitter, c'est un temps qui, lors de création du fichier SER, qui est ajouté comme une erreur en fait entre le début qu'on espère du temps UTC, du démarrage du film, et ce qui a enregistré l'horloge Windows, elle, dans la création du fichier. Et donc, en fait, ce jitter, il est directement pris en compte par Tangra dans la réduction des données, en fait. Mais il vous le fait apparaître, on ne peut pas le corriger, quoi. On peut pas le... C'est une information qui est intégrée, en fait, par rapport à certains systèmes. D'accord. Et en bon français, jitter, ça se dit gig. La gigue, oui. C'est ça. Merci pour cette précision, Thierry. Ok, je vois plus d'autres questions. J'ai vu quelque chose dans la discussion, Guillaume. En fait, il y avait Thierry, justement, qui parlait d'Asie Studio pour piloter les caméras SVO. Et ce que je conseille pour les occultations, ça serait un truc un peu plus fiable qui s'appelle SharpCap. Parce que dans SharpCap, il y a aussi des options en fait, qu'on peut mettre. On n'en a pas parlé tout le temps, mais typiquement, si on a son PC qui est daté avec Meinberg et que dans l'image, on peut faire afficher le temps. Il va être intégré dans votre image créée dans votre film. Ça peut être un plus d'avoir le temps qui est affiché à l'écran et de comparer ce que donnent aussi les résultats de image par image. Donc, SharpCap est gratuit. Dans ses utilisations comme celle qu'on vient de décrire pour les occultations, typiquement SharpCap est gratuit. Les versions, on va dire, avec licence, c'est juste pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, mais en fait, elles ne sont pas utilisées en général pour nous. Donc, plutôt qu'Asie Studio, ça serait mieux d'utiliser SharpCap pour faire les films avec la catégorie 5, j'allais dire, avec les caméras SVO, typiquement. Voilà, on aura quelque chose d'un peu plus fiable. Ok, bah, très bien, merci. Le message est passé. Je vais prendre la main pour présenter quelques slides pour conclure. Voilà, bon, donc le message habituel hein, que j'avais déjà passé lors des précédents webinaires, donc ne pas attendre pour vous entraîner. L'occultation, c'est le 23 octobre,
c'est dans un petit moment, mais il est possible déjà de s'amuser. Alors surtout si vous avez des doutes quant à votre matériel, est-ce qu'il est un petit peu limite sous le ciel dans lequel vous vous trouvez pour détecter une étoile et filmer ou photographier en rafale une étoile de magnitude 8,75 qui sera la magnitude de l'étoile cible du 23 octobre 2022. Donc, entraînez-vous avec d'autres étoiles. Pour le mois de juillet, j'avais identifié celle-ci qui est assez facile à trouver. Au mois d'août, il faudra en mettre une autre parce que celle-ci sera trop haut dans le ciel, donc sa hauteur ne sera plus, ne sera plus la même que celle de HD 51593 le 23 octobre. Voilà, donc ce ne sera pas exactement les mêmes conditions. Installez le logiciel Stellarium pour planifier vos observations. Et puis là, c'est quelques images que j'ai fait de cette étoile. Donc on voit en fait que c'est pas donc à différentes ouvertures, hein, on voit que F sur 2.8 capte bien mieux la pollution lumineuse du ciel parisien. J'ai mis ces images-là pour rappeler, voilà, s'il est besoin de le faire, que on ne cherche pas à avoir des belles images hein, par cette expérience. Hein. Les images scientifiques ne sont pas forcément rarement les plus belles. Elles portent l'information qu'il suffit de connaître. Et donc, en fait, là, des pixels, quelques pixels, comme tu l'as montré dans ta démonstration, Arnaud, suffisent, quoi. Pas besoin d'avoir une grosse patate très brillante pour mesurer une occultation. Et puis dans le secteur, dans le registre des entraînements, donc on a cette liste d'entraînements d'occultation pendant l'été. Si vous pouvez en faire une avant celle du grand soir, avec la particularité que celle du 23 octobre est plus facile que toutes les autres. Donc on est dans une situation où l'entraînement est plus dur que l'exercice le jour J. Mais donc on a voilà, sur le site de l'AFA, dans la catégorie entraînement, listé quelques suggestions d'occultation qui surviendront cet été. Et en fonction de là où vous vous trouvez, vous pouvez participer, enfin la tenter. C'est pas exhaustif, vous pouvez trouver d'autres occultations, bien entendu, il y en a vraiment beaucoup selon votre site d'observation grâce à Occult Watcher ou même au site d'Unistellar qui en cite certaines pour ses EV-scopes, mais qui peuvent servir également à d'autres personnes. Et puis certaines de ces occultations, on les a identifiées parce qu'elles passent sur le chemin de certaines écoles du réseau AFA, les écoles labellisées AFA, et certaines d'entre elles, je sais que c'est le cas par exemple de JAL Astronomie en Gironde. Alors donc c'est un centre de formation AFA, là j'ai pas la bonne carte, mais vont participer, vont organiser des soirées pour s'entraîner ensemble à faire des occultations. Marie, tu me dis si je dis des bêtises, mais n'hésitez pas à voilà, consulter, oui, c'est bien ça. voilà, consulter celle qui se trouve, merci, celle qui se trouve près de chez vous, près de là où vous vous trouvez pendant les vacances, et peut-être vous joindre à ces soirées d'entraînement. C'est tout pour moi. Il restait deux questions juste qui sont arrivées dans la dernière minute. Allez, on va les prendre parce qu'on est un petit peu on est en avance, donc c'est très bien. Alors, Thierry, peut-on faire un ROI avec SharpCap? Puisque tu vantais les mérites de ce logiciel, Arnaud, je suis en train d'essayer et je ne trouve pas la fonction. Alors oui, on peut faire ça avec SharpCap sans aucun problème. Il faut continuer à chercher. C'est effectivement une bonne idée. Une fois qu'on a pointé le champ, si on est à peu près sûr de l'entraînement de sa monture et qu'on a bien 2-3 étoiles de référence dans le champ, on a intérêt effectivement à réduire la fenêtre. Ça va augmenter la cadence d'acquisition et éventuellement limiter le débit et vous libérer de la place sur le disque dur. Par contre, pour prolonger ce que tu disais sur SharpCap, Arnaud, je me demande quand même si on n'est pas bridé à 10 trames par seconde avec la version gratuite de SharpCap, non? Non. En fait, on en avait déjà parlé précédemment, mais en fait, quand je suis passé de la version gratuite à la version pro, au niveau débit, ça n'a pas changé. La seule chose qui est limitée, si tu préfères, c'est au niveau de la gestion en fait, de la mémoire supplémentaire pour éviter justement les trames perdues. Là. Il y a des fonctions de gestion de mémoire où on a des choses supplémentaires, à mon avis, qui sont étendues, qui permettent d'aller ouvrir plus de mémoire de l'ordinateur pour les gérer, faire le tampon en fait, entre l'enregistrement entre l'acquisition et l'enregistrement. Mais c'est tout. Hein.
J'essaie de voir là, si je peux mettre un truc. Ah oui, non, mais je ne peux pas mettre ça. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non, je regardais en SharpCap, mais oui, c'est possible dans SharpCap de faire un ROI. D'accord. En tout cas, Thierry, si tu ne trouves pas comment faire… J'enverrai une capture écran au pire dans Discord. Voilà. On peut trouver une solution. Et Dominique demandait, donc du coup, la correction du jitter est-elle déjà prise en compte dans l'eurodata généré pour le point SER? Ouais. Bah, en fait, ça dépend du système qui a créé le fichier. C'est compliqué, typiquement, vu qu'il n'est pas réglable, c'est une information en fait. Mais à mon avis, il est pris en compte dans le. Si tu engrales la fiche à l'ouverture du SER, c'est qu'il l'a pris en compte parce que, évidemment, l'exemple que j'ai montré n'est pas celui de tout le monde, puisque ma caméra que j'utilise en fait est dédiée aux occultations et donc en fait, elle intègre une carte GPS qui pilote le capteur de la caméra. Donc en fait, en ayant ce système, on n'a pas de problème de datation de l'image. En fait, tout est intégré dans la caméra et ce qui est lu, même s'il y a un délai entre l'image et l'enregistrement sur l'ordinateur, en fait, l'image est datée à la base de la bonne manière. Donc, le jitter, c'est pour ça qu'il est quasi nul en fait, avec cette caméra. Après, il peut avoir le délai d'enregistrement de l'ordinateur en fonction du début de l'ordinateur, mais ça, il va en tenir compte, c'est sûr. Dans le fichier SER, il en tient compte. C'est quoi les ordres de grandeur d'un jitter Allez, en plus millisecondes? que j'ai vu, pour l'instant, sur mes fichiers SER, ça va être 40 millisecondes. Bon, voilà. Oui, c'est-à-dire, c'est pas simple de répondre à cette question, ça dépend vraiment des caméras. Hein. Et des ordinateurs. Il faut vraiment se dire, déjà, voilà, essayez d'utiliser, apprenez, faites avec le matériel dont vous disposez. Hein. Vous ne mettez pas des nœuds au cerveau et puis faites avec ce que vous avez. Mais après ça, il faut bien se dire que voilà, vous avez une caméra d'un côté qui a une électronique avec peut-être dans le meilleur des cas un quartz qui est dans la caméra qui bat la cadence et qui fixe la cadence d'acquisition de la caméra. Ou bien cette cadence d'acquisition est fixée par le PC, par le logiciel qui pilote la caméra. Et puis, par ailleurs, vous avez le temps. Alors, le temps, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est quelque chose de très… comment dire… votre source de temps, c'est quelque chose d'un peu mystérieux. Hein, et donc, vous allez acheminer un signal qui va, soit dans le meilleur des cas, piloter la caméra. Hein, donc, c'est un mode que l'on sait faire avec la timebox. Si vous avez une caméra qui accepte un trig in, hein, qui peut être piloté par un signal extérieur, ou bien sinon, la caméra, elle fonctionne voilà, avec son électronique de manière libre. Vous récupérez des trames, et puis par ailleurs, votre PC a une source de temps qui peut recaler son horloge interne, ou le PC peut également générer un fichier log associé à la cadence d'acquisition. Et dans le pire des cas, vous avez le début et la fin de la séquence d'acquisition que vous avez obtenue. Voilà. Voilà. Et puis, je voudrais rajouter aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être mesurables aussi a posteriori, c'est-à-dire si on veut encore affiner sa courbe de lumière et la rendre encore plus précise, a posteriori. Donc peut-être, je voudrais juste passer le message, parce que là on est dans des stratégies d'optimisation vraiment de sa datation pour les gens de la catégorie 5, hein, je précise, donc qui pilotent leur caméra par ordinateur. Ces stratégies-là, certaines d'entre elles peuvent être faites a posteriori. Donc, si elles vous font des nœuds au cerveau, c'est pas grave dans un premier temps. Faut y aller avec ce que vous avez. Et puis, nos experts décortiqueront votre courbe de lumière et puis on pourra peut-être l'améliorer au cas par cas a posteriori. Ce qui est important, c'est enregistrer bien les conditions dans lesquelles vous fonctionnez. Pierre Lecam nous l'a rappelé là, quand on était à Besançon. C'est clair que une caméra, vous la faites fonctionner en mode binning 1.1 ou binning 2.2, ça va modifier les conditions de précision de datation. Votre PC va être important également. Alors, il y a eu d'énormes progrès dans la précision de datation depuis Windows 8. Avant, c'était la catastrophe.
Mais depuis Windows 8, voilà, la gestion du temps est bien mieux gérée dans les PC. Et puis, voilà, une fois par an ou tous les 2 ans, on fait une réunion à l'Observatoire de Paris. Là, on l'a faite en juin à l'Observatoire de Besançon. Et puis, on va filmer voilà, une LED qui est pilotée par une de ces horloges atomiques. Et on va mesurer d'une part la latence, donc vraiment le retard issu de toute l'électronique de votre caméra, du PC, du moyen de datation, éventuellement de votre GPS. Et puis, vous allez mesurer voilà, la latence et puis le jitter, la condition aléatoire. Mais vous avez plein d'horloges qui existent. Il y a le DCF 77 dont on n'a peut-être pas parlé, là, qu'on trouve dans les toquantes, là, radio-pilotée et calée sur une horloge qui est à Francfort. Voilà. Vous avez bien sûr les tops de France Inter. Et qui fonctionnent mieux, du coup, quand on se trouve dans l'est de la France que dans l'ouest. Voilà, on a moins de retard, effectivement. Moins de retard, ça va comme la vitesse de la lumière. Mais ça sinon, quand on est en France, on peut utiliser l'horloge d'Alouis, qui était près qui est dans le centre de la France et qui pilote voilà, les tops de France Inter qu'on entend. Voilà. Et puis, vous avez également... qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les horloges Baudet. Vous allez dans toutes les gares SNCF, regardez les horloges et vous verrez la marque Baudet, B-O-D-E-T. Et elles sont radiopilotées également par Alouis. Et ça vous donne qui est au centre de la France et qui synchronise tous les trains en France. Donc, pourquoi pas utiliser ces horloges-là. Voilà. Ça marche. Bon, une petite occupation pendant vos déplacements cet été dans les gares. Je vois qu'il y a 2 questions qui restent. Je vous propose, David et Thierry, là, on arrive au terme de la session, donc de poursuivre la discussion sur Discord. Vous êtes les bienvenus. Je me demande si certains d'entre vous, d'ailleurs, ne sont pas déjà membres de Discord. Et puis, dans la continuité, tu m'as offert la transition. Thierry, je vous souhaite bonne préparation et bon été à tous. Voilà, vous avez le webinaire 1, 2 et 3 qui vous donne les bases pour vous entraîner. Et puis, on reste en contact par email et par Discord pour attaquer la rentrée comme il se doit. Voilà, et même pendant l'été. Merci Arnaud, merci beaucoup pour ton temps et tes explications claires. Merci Thierry de nous avoir rejoints. Et puis, bonne soirée à toutes et tous. Et salut Marie. Bonne soirée à tous.